Bonjour à tous et à toutes, à tous surtout. Mais je dis à toutes parce que je sais que vos épouses, elles sont quand même là. Même si elles n'y sont pas, elles pensent à vous, elles pensent à nous. Alors je veux d'abord remercier Philippe de Corvée, Philippe Cortet, tous ceux qui ont organisé cette journée et qui me permettent de venir dialoguer avec vous sur un sujet puissant, le sexe. Quelle puissance! 71% des hommes disent avoir des problèmes avec la sexualité. Non! Dans les médias, 100% ont des problèmes avec la sexualité. Car le sexe de l'homme, le sexe de la femme, il ne nous a pas été donné pour rien. Il nous a été donné pour que nous en tirions de l'intelligence, de la joie, de l'épanouissement et pas de la mort. Or aujourd'hui, on nous dit avec le sexe, fais attention! En France, sortez couverts. On a inventé même les préservatifs féminins, parce que le masculin, c'est pas si sûr que ça. Alors le féminin, vous savez comment on l'appelle? Fémidome. Et le masculin, condom. On nous prend pour qui, nous? Et les jeunes, on leur apprend que ça. On leur montre à l'école, dès qu'ils sont en 12 ans, 13 ans, des sexes en l'air avec des couleurs, avec de la mécanique sexuelle, et on ne leur dit pas que le sexe ne peut pas s'épanouir si le cœur d'abord n'est pas en phase avec une autre personne. Mais nos capacités à l'affectivité, à l'amour et à la sexualité, elles ne peuvent pas s'épanouir si nous ne recevons pas une information délicate, pas à pas, au fur et à mesure de notre vie. Je suis né en 1945. Chacun d'entre nous, nous avons des expériences, des vécus. Et dans le domaine de ce que l'on appelle la mémoire sexuelle, nous sommes saturés d'images et de vécus. Nous ne sommes pas entièrement libres. Et c'est pour cette raison que 71% des hommes disent « Oui, il y a des problèmes avec la sexualité. » Mais au changement de siècle, au changement de millénaire, des changements profonds interviennent dans la société. Nous sommes dans ce changement, en cours de changement, pour aller vers une écologie de la sexualité, une écologie de l'amour, qui est une écologie scientifique, qui n'est pas simplement une écologie politiquement correcte. Alors, je vais vous raconter pas à pas une journée avec des jeunes et avec des anciens, des parents. Et nous allons imaginer que nous suivons pas à pas ces tranches d'âge que nous avons tous vécues et où il y a des choses sympas et des choses qui ne le sont pas. Alors, je suis avec vous, vous êtes comme l'on dit en maternelle supérieure, CP, CE1 en France, des tout petits, et je viens vous parler sur un sujet qui est le suivant. Qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de ta maman? Les enfants, fermez les yeux, et ils ferment tous les yeux. Ouvrez la main et imaginez que vous êtes au bord de la plage et que vous allez prendre un grain de sable et le mettre dans votre main. Ils le font tous. Ouvrez les yeux, ils ouvrent les yeux. Vous le voyez? Oui, ils voient, leur imaginaire fonctionne. Ce grain de sable, c'est toi, le premier jour de ta vie. Dans le ventre de ta maman. Pas plus grand qu'un grain de sable. Et ton papa était comme ça, ta maman aussi, dans le ventre de tes mamies.
Tous les êtres humains, leur vie a commencé comme ça. 3 mois plus tard, 12 semaines, 3 centimètres. Viens, petite fille, elle ouvre ta main, elle ouvre la main et ici, tu vois, dans la paume de ta main, tu rentres quand tu as 3 mois dans le ventre de ta maman. 3 mois, 3 centimètres. Répétez les enfants, ils répètent. 3 mois, 3 centimètres. Et on voit tes yeux, ta tête, tes oreilles, tes doigts de pied, tes doigts de main. Et on voit même si tu es un garçon ou une fille. À quoi le voit-on? Et une petite fille lève la main. Les cheveux? Non. Et un garçon? XY. Oh là là, ton papa est médecin. Non, mon papa est notaire. Bah, tu vois que même chez les notaires, on sait des choses. Et puis il y en a un qui dit zizi, zézette. Ah! Dites-moi les garçons, le sexe masculin, comment elles s'appellent les 2 petites bouboules? Les olives? Non, ça se mange pas. Les cacahuètes? Non plus. Les testicules? Répétez après moi. Et ils répètent après moi. Il y en a 2. Il y en a un qui lève la main, mon papa il en a qu'un. Tais-toi, c'est un secret de famille. Qui sait qu'il y en a 3? Il y a toujours un chahuteur qui lève la main. Viens me montrer, toi. Puis il s'arrête. Ils sont contents. Et puis je leur dis, ben voyez les garçons, le sexe masculin est extérieur au corps. Et le sexe féminin, il est l'inverse. Caché, secret, protégé. On peut même dire sacré. Parce qu'en France, les communistes disent que la vie est sacrée. Alors c'est qu'elle doit l'être. Car nous sommes tous sortis par là, par le trajet, par l'orifice, par le sexe de la maman. Ton papa est sorti par celui de la mamie. On est tous passés par là. Parfois, il y a eu une césarienne, alors il faudra leur expliquer, mais bon, ça passe très bien. Et tous, ils sont passionnés par ça. Mais dis-moi, les enfants, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que c'est la première chose, petit garçon, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je vais me laver les dents, très bien. Et toi? Je vais faire pipi. Pourquoi? Parce que j'ai envie? Non. C'est parce que tu n'as pas pissé au lit. Alors ils rigolent, pisser au lit, pisser. Et oui, tu n'as pas pissé au lit parce que ton grand-père aussi, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va faire pipi parce qu'il n'a pas pissé au lit. Il a la vessie qui est pleine. Et dis-moi, toi, petit garçon, comment il est ton sexe le matin quand tu te lèves, qui lève la main? Moi, il est en éruption. Oh, que c'est joli. Éruption. Et sais-tu pourquoi il est en éruption? Ben non. As-tu remarqué que quand tu vas pisser, ben ton sexe, il redevient normal? Et même ton grand-père, il est en éruption le matin quand il se lève. Tout simplement parce qu'il n'a pas pissé au lit, qu'il a la vessie pleine. C'est un réflexe. Voilà, c'est tout. Alors un jour, il y a un petit qui rentre à la maison qui dit « Maman, je sais, le matin, quand je me lève, mon sexe, il est en éruption. Je vais faire pipi, il retombe. » La maman dit « Mais non, c'est pas ça. Tu as des problèmes dans ta tête, toi. » La maman m'envoie un courrier électronique en me disant que son fils est mal informé. Je dis « Non, madame, c'est vous qui l'êtes pas. C'est votre mari qui vous a pas expliqué. Votre petit est un futur génie. Il écoute bien en classe, il a tout compris. » Elle était heureuse d'avoir un petit génie dans sa famille. Et oui, ça, ce sont des choses importantes. Et puis alors, après, dès qu'ils grandissent un tout petit peu, ils ont 8 ans, 7 ans. Comment on fait les bébés? Oh, ils posent des questions, les enfants. À 4 ans, ils posent les bonnes questions. Ils sont déjà à l'âge de raison. Comment on fait les bébés? Ah ben, tu sais, pour faire un bébé, qu'est-ce qu'il faut? Faut 2 hommes? Non. Faut 2 femmes? Non. Ben, ils savent tous qu'il faut un homme et une femme. Tiens, il y a des adultes qui ne le savent pas, mais eux le savent. Un homme et une femme qui s'aiment. Et l'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est se dire des secrets. Ça veut dire que ton papa et ta maman, ils se disent des secrets. Ils ne le disent pas aux autres. Elle à lui. Alors, il ne faut pas dire papa et maman. Il faut monter. Il faut dire elle et lui. Lui, il dit des secrets à elle et elle à lui. Ah oui, mais comment ils font les bébés? Et à quelle heure? Ah, ça, c'est important. À quelle heure? Ben, je vais t'expliquer, tu vois. À la fin de la journée, papa et la maman, ils ont travaillé, ils ont bossé, ils sont fatigués par la journée. Alors, après avoir écouté un peu de musique, pris une tisane, ils vont se coucher, ils vont se reposer au dodo. Reposer. Le lit, c'est le repos, c'est pas le marathon, repos. Et là, ils vont se parler, ils vont se dire des secrets. Et elle dit des secrets à lui et lui à elle. Et puis parfois, lui, il est tellement fatigué qu'il s'endort très vite, il ronfle, on le sait, au petit déjeuner, t'as ronflé toute la nuit. Il n'y a que les hommes qui ronflent, vous le savez, hein.
Les femmes ne ronflent jamais. Eh oui. Et puis parfois, ils aiment se parler, ils se disent des secrets. Mais où ils sont leurs secrets? Il y a les secrets de la tête, il y a les secrets du cœur, et il y a les secrets du corps. Alors les enfants, qu'est-ce qui est secret dans le corps? Alors ils vous sortent l'estomac, le pancréas, le foie, le rein, toute l'anatomie, puis il y en a un qui vous dit zizi, zizette, c'est bon. Oui, c'est secret, ça appartient qu'à toi. Et au passage, on leur fait passer que, attention, dans la société, il y a des adultes qui ne sont pas très bien. Il y a des adultes qui ne sont pas nombreux, mais ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être plus ou moins fascinés par ce qui est qu'à toi, ce qui t'appartient, ce qui est ton intimité, c'est ta sexualité. Alors fais attention, tu ne vas jamais dans un ascenseur avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne prends pas un bonbon de qui tu ne connais pas, etc. Bon, l'enfant comprend très bien tout ça. Et puis oui, mais comment on fait les bébés? À quelle heure? Tu as compris, c'est quand la maison est couchée, quand c'est le repos. Lui et elle, lui, il aime les câlins de elle. Et tous y répètent, elle aime les câlins de lui. Même les maîtresses, de lui, de elle, très bien. Et toi, petit garçon, toi, petite fille, tu aimes les câlins de maman ou de papa? Alors là, il y a un énorme progrès. C'est qu'ils aiment à moitié 50% les câlins de maman et l'autre moitié les câlins de papa. Nous avons repris un petit peu de notre espace. Elles nous en ont enfin un peu laissé. C'est pas mal, il y a du progrès. Oui, alors, lui, il aime les câlins de elle et elle de lui. Eh bien, figure-toi, petit garçon, petite fille, écoute bien, c'est très important. Voilà comment ils vont faire les bébés. Un silence, comme maintenant. Eh bien, figure-toi que sous l'influence des câlins de elle vers lui et de lui vers elle, ils se donnent tous leurs secrets de leur esprit, de leur cœur et de leur corps. Eh bien, le sexe de lui se tend. Et il va doucement, doucement, répétez après moi les enfants, ils répètent doucement, doucement, doucement dans celui de elle. Même les maîtresses répètent. Et après, quand il arrive à la maison, le petit garçon, il dit à papa, papa, doucement, doucement. Et les mamans me remercient. Je n'ai pas encore l'expérience d'un petit auquel j'ai parlé quand il était en maternelle et qui, arrivant à l'âge adulte, va me dire « Je me suis souvenu de vous le jour où pour la première fois, doucement, doucement, doucement. » Ça va transformer la société. Et vous ne pensez pas qu'à la télévision, de telles émissions pourraient passer et nous ferions péter l'audimat avec des enfants qui diraient « Doucement, doucement. » Secret, intimité, confiance, amour, respect. L'enfant est capable de comprendre ça. Mais si on ne lui explique pas, comment voulez-vous qu'il le sache ? Le Big Boss, comme je dis aux jeunes, nous a donné des neurones dans le citron et dans le cœur pour que nous nous en servions, pour que les générations anciennes expliquent aux plus jeunes des choses aussi importantes que la sexualité, parce que le sexe, il est vital chez l'être humain, quel qu'il soit. Et que le sexe, ou bien il va nous emporter parce que nous ne savons pas le gérer avec notre cœur, ou bien alors il va nous libérer parce que nous allons savoir justement le gérer avec notre cerveau et avec notre cœur. Et ça, les enfants le comprennent très bien. Alors je vais arriver tout doucement à la puberté. Les enfants, je vais vous annoncer la puberté des petits garçons et des petites filles. Alors, celle des petites filles, il faut l'annoncer à peu près vers l'âge de 8 ans. Ce n'est pas au père à annoncer ça, c'est à la maman qui a souvent une petite dent ou une longue dent contre sa mère parce qu'elle a appris sa puberté le lendemain du jour où ses premières règles sont arrivées. Et quant à nous les hommes, qu'avons-nous donc appris ? J'étais à Brest il n'y a pas fort longtemps et un père de famille magnifique, 40-45 ans, vient me voir. Il me dit « Tenez, je vous présente mes 4 étalons. » 18 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans, et bonjour monsieur, magnifique. Il était fier de ses étalons. Et alors, je lui dis, vous avez une question à me poser ? Il me dit, voyez-vous, je ne sais pas quoi leur dire sur le sexe. Oh, je le regarde bien en face. Je lui dis, vous n'avez pas de sexe ? Si. Je dis, ça ne marche pas ? Très bien, la preuve. Mais il me dit une phrase lumineuse. « Monsieur, je n'ai pas eu de père. » Et là, j'ai compris. J'ai compris que cet homme, il transmettait ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire rien. Or, attention, quand nous n'avons rien reçu,
nous ne pouvons rien transmettre. Cela veut dire qu'il faut se former, cela veut dire qu'il faut réfléchir, cela veut dire qu'il faut apprendre et qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Parce que tout nous a été donné pour que nous puissions apprendre et transmettre. Et nos enfants ont soif d'apprendre. Et si vous ne leur donnez pas à manger, vous les ferez mourir de dénutrition. Et si vous ne leur donnez pas ce qui est indispensable à leur construction affective et à la relation affective et sexuelle qu'ils auront à venir, alors ils iront chercher dans les poubelles puisque vous ne leur aurez pas donné à manger. Ils iront chercher dans ceux qui vont les exploiter pour faire que la sexualité devienne une drogue, pour faire que l'amour ne puisse pas se développer, pour faire que ces jeunes finissent un jour par se dire « c'est tout, ça ne sert à quoi, je ne suis pas profondément heureux, j'ai blessé tant et tant de femmes, tant et tant de filles, j'ai un carnet de chasse à 16 ans, à 17 ans, vous voyez des jeunes en France à 17 ans, ils vous disent « moi j'ai couché avec 17 filles ». Et quel est ton problème? Eh bien, actuellement, ma 17e, elle a 15 ans. Je veux la lâcher, mais elle me dit qu'elle va se suicider. Qu'en pensez-vous? Attention, parle-moi donc d'elle. Et puis je lui dis, ben oui, fais gaffe. Tu couches avec? Bon, oui, bien sûr. En général, c'est le samedi de 15h à 16h. Elle pleure, lui, il va au match. Il dit, je l'ai baisé. Mais elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle a senti qu'elle était utilisée comme un objet. Quel être humain peut accepter d'être utilisé comme un objet? Mais comment faire autrement quand on n'a pas été informé sur l'amour et la sexualité? Alors la puberté, petit garçon. Je suis ton papa. Je vais te dire des choses importantes aujourd'hui. Alors, comme c'est difficile de dire des choses importantes à un enfant, vous avez bien remarqué que quand vous avez des choses difficiles à dire à votre femme, vous savez ce que vous faites? Vous prenez la voiture, et à 120 à l'heure, elle ne descend pas de la bagnole. Elle fait pareil d'ailleurs. Elle nous fait passer les messages dans la voiture. Elle a arrangé le rétro pour voir comment on réagit. Mais elle regarde devant. Eh bien, vous avez des choses délicates à dire à votre fils. Vous lui dites, fiston, tu as 10 ans. Tu es un bon garçon déjà. Viens, aujourd'hui, dimanche, laissons ta mère, tes sœurs, ta tante, tata, grand-mère. On part que tous les deux. Et le fils se dit, papa, aujourd'hui n'est pas normal. J'ai des choses importantes à te dire, fiston. Et la mère, ça fait 6 mois qu'elle harcèle son mari en lui disant, ça l'intéresse, tu sais, chérie, mais non. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas à son âge, mon œil. Quand même, ils se décident. Et ils partent tous les deux avec la vieille voiture. Et puis, le rétroviseur a été arrangé pour voir derrière et voir les oreilles du petit. Tu sais, mon petit, quand j'avais ton âge, les filles, elles m'intéressaient vachement. Oreilles du petit. Je me souviens, la fille que j'ai aimée, la première pour moi, elle s'appelait Martine. Et le fils tourne la tête, et dans sa tête, il se dit, maman s'appelle Christine. Et dans sa tête, à lui, il se dit, moi, celle qui m'intéresse, c'est Annabelle. Mais il ne dit rien. Et le père me dit, mais il ne dit rien. Mais si, il vous dit quelque chose, c'est rien, il vous écoute. Il tourne la tête, il tend l'oreille. Papa, vas-y, parle, je t'écoute. Tu me fais confiance, papa. Tu es en train de me dire des choses fabuleuses, des secrets à toi. Si vous avez fait que des conneries, dites pas tout, hein. Mais ne vous faites pas passer pour un ange, parce que votre père, le grand-père du petit, dira ton père, à ton âge, quel souci. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Et tu sais, mon petit, si je te dis ces choses, si je te dis ces secrets que j'ai vécu quand j'avais ton âge, c'est parce que je sais que c'est important aujourd'hui. Et puis moi, j'ai pu en souffrir, tu sais. Avec des copains, on se mettait à 12 ans les uns à côté des autres, et puis c'était à celui qui pisserait le plus loin. Et puis sur un mur, on écrivait en pissant « Vive la France !» Qu'est-ce qu'il fallait picoler avant? Et maintenant, il te faudra écrire, toi, « Vive l'Europe !» Il te faut boire encore plus, mon fils. Voyez alors, là, le gosse, il rigole, le gosse, il est content, papa lui fait des confidences. Et puis, tu sais, il y avait des filles, alors, on n'était pas tellement amoureux avec le cœur, alors il faut citer beaucoup de prénoms. Mais il y en avait d'autres, alors, on était intéressés parce qu'elles avaient des grosses fesses, des gros seins, si vous préférez les petites. Votre fils a les mêmes goûts que vous, cherchez pas de problème. Voilà, alors,
l'enfant, il comprend. Et puis tu sais, parfois on ne savait pas, on était entre copains, on avait le sexe en l'air, puis on se le câlinait. Bon, ça s'appelle la masturbation, on fait passer la chose. Et le gosse, il a entendu ça. Puisque déjà, dès les 6e, enfants 6e, ça fait 10, 11 ans. Vous savez, il y a un prénom qui est très utilisé dans les cours de récréation, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils appellent le copain « enculé ». Et le copain répond bah, « c'est pas possible ». Je lui dis « tu sais ce que ça veut dire, enculé ?» Le petit me dit « non ». Je vais t'expliquer. Un sexe en érection dans le trou de balle. Ah! Ah bon? Alors du coup, il appelle Patrick. Vous voyez qu'il faut leur expliquer. Et puis ces jeunes-là, ils ont un autre verbe. Il n'est pas encore dans le dictionnaire français. Il s'appelle spermer. Alors ils le conjuguent à tous les temps. Que je sperme, que tu spermes, qu'il sperme. Les 5e disent au 6e, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Alors, petites explications, tout ça. Et le petit, il va essayer de faire joujou avec son sexe. Et puis il dit, mais moi, j'ai que de l'eau. J'aurai jamais d'enfant. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que mon copain, j'ai vu que lui, c'est pas la même couleur que moi. Oh là là. Mais tout ça, ils ont... Effrayant. Et puis, vous avez un 3e verbe qui est utilisé, qui est un groupe qui s'appelle niquer. Oh, ils n'ont pas fait un groupe pour niquer ton père, parce que nous, on n'aurait jamais accepté. Hein. Alors, ils ont dit, nique ta mère. Et un jour, je disais à Christine, mon épouse, je disais, quand même, vous les femmes, vous n'êtes pas bien défendues. Et elle m'a renvoyé, chérie, et toi, tu nous as défendus? Oula. Elle avait raison. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien fait. Ils ne sont pas amusés à faire un groupe Nique ton père, parce qu'ils en auraient pris plein la gueule. Hein. Mais Nique ta mère, on a laissé faire. C'est notre faute. Elle a raison, Christine, quand elle me dit ça. Ça m'a fait réfléchir. Alors, on va rentrer après avoir passé 1 heure avec le petit garçon, avoir discuté de la puberté. Je t'ai expliqué la puberté, mon petit gars. Et on rentre, et la maman, elle attend. Inquiète, elle s'en fout du mari, elle regarde le petit. Il revient épanoui, il est parti stressé, il revient content. Alors elle lance le pouce sur le côté pour dire à son chéri, Marie, t'as été bon. Et lui, il bombe le torse, n'est-ce pas que je suis un bon père? Et le soir, le petit va venir vous dire bonsoir, papa. Mais il ne vous dit pas salut dad, je vais me coucher. Il vient vous embrasser. Et à la façon dont vous dit vous embrasse, vous le sentez là, vous le sentez là. Il vous dit papa, aujourd'hui, tu m'as fait confiance. Tu m'as dit des choses fondamentales pour ma vie. Et toi, je sais que je pourrais te faire confiance. Alors, il ne s'agit pas d'aller tirer les vers du nez, d'aller chercher les secrets du petit nom. Mais son cœur déjà fonctionne, son corps se prépare à bouillonner. Et je dis souvent à ce qu'on appelle les 4e, 3e chez nous, c'est-à-dire les 13, 15 ans, ça bouillonne dans votre tête et ça bouillonne dans votre pantalon, les mecs. Alors ils vous disent, ah oui, alors tout le temps, hein. Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'on ne leur explique pas. Parce qu'on ne leur dit pas des choses saines sur l'amour et la sexualité, ce qui fait qu'à 15 ans, 16 ans, vous voyez des garçons qui vous disent, moi j'ai un problème. Qu'est-ce que tu as? T'es docteur? Oui. Je suis fatigué. Ah bon? Comment tu mesures? 1m85. T'es fatigué? J'ai 16 ans. Et pourquoi t'es fatigué? Il n'y a personne qui écoute? Non, vas-y. Ben, je me masturbe 7 fois par jour. Ben oui, je comprends que tu sois fatigué. Ben, il te faut faire des économies. Achète un peu moins de revues porno. Ah non, 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 je ne les achète pas. Je les pique à mon frère. Ah bon? Comment tu fais? Je les sors du cartable de mon frère. Il le sait, ton frère. Donc je lui remets au même endroit à chaque fois. Et ton frère, il n'est pas fatigué? Ah ben oui aussi. Toute la famille est fatiguée. Je dis, mais mon vieux, ce qu'il faut simplement, si tu te masturbes 7 fois par jour, masturbe-toi 6 fois. Elle me dit, c'est permis? Mais attends, tout de suite, il voit ça, permis, autorisé. Je dis, non, si tu es à 7, tu ne peux pas passer de 7 à 0 d'un coup. Tu passes à 6, puis à 5, puis à 4, et puis tu arriveras. Un jour, j'en ai vu un qui m'a dit, moi, j'ai résolu mon problème, 17 ans. Avant, il me dit, je me masturbais comme un malade. Ah bon? Ah oui, mais j'en avais marre, parce que c'était l'obsession. Et alors, comment tu fais? Eh bien, vous savez, je suis passionné, me dit-il, par le basket. Mais quel rapport ça? Il me dit, vous allez voir. Je suis passionné par le basket. Alors, quand j'ai une image de cul qui me vient dans la tête, je ferme les yeux, j'imagine que j'arbitre un match de basket, et mon sexe, je dis, mais t'es un génie, toi. T'as compris le fondu enchaîné, t'as compris que tu es capable, avec ton cerveau, de gérer ta sexualité. Magnifique, mon petit gars. Très bien. Vous avez des garçons qui vous disent à 16, 17 ans, moi je dis à tous mes copains que je baise, j'ai jamais touché une fille de ma vie. Et puis vous voyez des filles qui vous disent à peu près la même chose, je dis à mes copines que ci, que ça. Vous savez, c'est la pression de la société. Il y a des garçons qui vous disent, je suis puceau, je suis honteux. Je dis, mais t'es un héros des temps modernes, toi.
Une fille qui vous dit « je suis pucelle ». Mais tu es une héroïne des temps modernes. C'est impensable aujourd'hui. Mais c'est bien. Parce que tu es capable de résister, tu es capable de persévérer et tu es capable de te réserver, c'est-à-dire de garder ce que tu as de plus précieux, ton cœur et ton corps, pour celui, le un de ta vie que tu cherches dans ton inconscient. Et toi, garçon, tu cherches aussi la une de ta vie que tu cherches dans ton inconscient. Et tu zappes, et tu zappes, et tu zappes avec ton cœur. Et tu as été amoureux, attiré, tu confonds être attiré et être amoureux. Mais attention, pour connaître quelqu'un, il faut du temps, mon gars. Combien de temps il faut? Pour connaître un arbre, il faut au moins 4 saisons. Il faut le voir au printemps avec les fleurs, l'été avec les fruits, à l'automne, l'hiver. Et puis s'il n'a pas neigé, il faut attendre une saison où il neige. Alors ça demande du temps, car le temps est un ami de l'amour. Et il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de connaissance. Et connaître l'autre demande du temps. Ce n'est pas simplement parce que tu as vu la carrosserie de l'autre, une fille super, une pin-up, que tu la connais. Tu es attiré par la carrosserie, mais tu n'as pas vu le cœur, l'intérieur du cœur. Et un jour, une fille qui disait à ma femme, « Moi, j'ai l'impression que mon copain, il me roule des pelles. Parce que comme ça, je ne peux pas lui parler. » Évidemment, la bouche pleine. Évidemment. Et ça, c'est typique de l'homme. Nous avons des difficultés à exprimer l'amour. Alors nous croyons que nous allons l'exprimer avec les mains, avec le corps, avec la bouche, avec le sexe. Et les filles, souvent, ne savent pas que quand on est arrivé, comme je dis aux filles, fais attention, quand un garçon est arrivé à dérouler des pelles, tu sais pas ce qu'il se dit? J'ai eu le premier étage, j'aurai le rez-de-chaussée. Et il finit par l'avoir. Et toi, tu te fais avoir. Et ce garçon de 17 ans qui disait avoir couché avec 17 filles, il me dit, moi j'ai un problème. C'est que quand je suis avec la 15, la 16 ou la 17, en réalité je suis avec la 2 ou la 1. Je dis, attends, explique-moi. Et puis il me dit, voilà, je couche avec la 15, je pense à la 2. Magnifique explication. Parce qu'il est en train de me dire quoi? Qu'il a un cœur, qu'il a une mémoire. Et cette mémoire, je ne l'appelle pas la mémoire émotionnelle, car il faut être clair, je l'appelle la mémoire sexuelle. Et la mémoire sexuelle, c'est quoi? C'est tout ce qui rentre en nous par nos 5 sens. Je vois, j'entends, je touche, je goûte, je sens. Tout ça, ça rentre en nous, dans notre mémoire. Et c'est ineffaçable. Vous entendez? Ineffaçable. Ça veut dire que ce n'est pas comme un ordinateur, un PC ou un Mac, où vous avez une corbeille pour effacer, une poubelle pour prendre le dossier et l'envoyer. Paf, j'élimine. Vous ne pouvez pas. Un exemple, elle a 74 ans, une femme, elle m'écrit une petite lettre, un petit mot à la fin d'une conférence, elle est présente dans la salle et elle me dit « J'ai 74 ans, je vais bientôt mourir et j'ai peur de retrouver mon père après ce qu'il m'a fait quand j'avais 6 ans. » Je ne l'ai jamais dit à personne. Toute sa vie perturbée et présence de ce souvenir à 74 ans, aussi présent qu'il était à 6 ans. Et oui, impossible d'oublier, impossible d'effacer, impossible de gommer. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que nous, les hommes, pères de famille que nous sommes, nous informions nos petits garçons et filles sur ces sujets avec clarté, avec courtoisie, avec humour. Vous avez remarqué combien l'humour permet de faire passer beaucoup de choses. Humour, cousin germain de l'amour. C'est pas tellement de la morale, c'est de l'écologie de l'amour. C'est pas de la religion, c'est de l'écologie scientifique de l'amour et de la sexualité. Alors, les jeunes posent évidemment de plus en plus de questions. Pourquoi la pédophilie? Pourquoi l'inceste? Pourquoi le viol? Pourquoi tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le domaine de la sexualité? Pourquoi homophobie ou hétérophobie? Pourquoi homosexualité et bisexualité? On nous ferait croire que nous sommes bisexuels. C'est la mode qui vient. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas in. Vous n'êtes pas dans le coup. Pas du tout. Tout ça, c'est du vent en tempête. Tout ça, ce n'est pas de la science de l'amour, c'est de l'inverse, c'est de la contre-science de l'amour. C'est du scientisme peut-être, mais ce n'est pas de l'amour. Et je puis vous le démontrer scientifiquement.
car un homme, il vient d'un corps de femme. Un homme, il sort d'un corps de femme et il va devoir devenir pas seulement un corps d'homme, il l'est, mais il va devoir devenir un cœur d'homme, un esprit d'homme. Et ce n'est pas en lui disant sans arrêt, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas exprimer ton sentiment, tu ne dois pas faire si tu es un mec. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce petit homme qui sort d'un corps de femme, qu'il aime, qu'il allaite, qui lui donne son lait, qui lui donne toute sa tendresse et son amour, il faut que cette femme comprenne qu'il faut que son petit garçon aille sur le thorax de son père. Thorax, ici, là, et vous remarquerez que si vous avez des garçons et des filles, avec Christine, nous avons eu 3 garçons et 3 filles, nous avons pu observer tout ça, plus 2 adoptés, un garçon et une fille, nous avons pu observer quoi ? Que le garçon, il vient vers le thorax de son père. Il vient chercher la force, le cœur, la confiance, la sécurité. Et la petite fille, elle ne vient pas tellement là, vous regarderez bien de près, elle vient là, elle vient à côté parce qu'elle sait qu'elle est à côté de son papa, parce qu'elle sait qu'elle est petite fille, qu'elle est femme future, comme sa maman, à côté du papa. Et elle sera un jour amoureuse de son papa, vers l'âge de la puberté, un petit peu autour. Et il faudra faire un petit peu attention en lui disant, ma fille, celle que j'aime, c'est toi, ma fille, mais ma femme, ma fiancée, mon épouse, c'est ta maman. Et toi, tu trouveras un jour un homme qui sera encore plus beau, encore meilleur que moi, car je suis peut-être pour toi un bon papa, mais tu trouveras un bon époux, un bon compagnon, quelqu'un qui t'aimera. Garde, réserve-toi, attends-le, et puis un jour tu nous le présenteras. Et oui, tout ça, il faut bien l'expliquer, nous les hommes. Nous avons des difficultés. Et il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui souffrent de leur absence de père. Soit d'un père qui a manqué, soit d'un père qui s'est envolé, soit d'un père qui a été violent, agressif, tout ce que vous voudrez. Et attention, nous refaisons souvent ce que nous avons reçu. Père violent, risque de fils violent. Père guimauve, risque de fils guimauve. Père agressif, etc., etc. Alors, 2 petites anecdotes. Je suis à Bruxelles. Un immense amphi avec des petits qui ont à peu près entre 13 et 15 ans. Je reçois un papier. J'ai 13 ans et demi, aidez-moi, je ne vais pas bien, je me sens homosexuel. Je ne sais pas où est le jeune, et je lui dis, écoute, je ne sais pas où tu es, mais je vais parler qu'à toi. À la fin de la conférence, beaucoup de jeunes vont venir ici, monter, discuter avec moi, et toi tu me diras, c'est moi qui ai posé la grande question. Il vient, à la fin, personne ne sait, il est debout en face de moi, il me dit, c'est moi qui ai posé la grande question. Et je vois ce petit 13 ans et demi, pas bien grand, il n'était pas bien dans ses baskets. Je ne savais pas quoi lui dire et je me dis maintenant, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, tu dois avoir des problèmes avec ton papa. Il éclate en sanglots et il me dit, je n'ai pas de papa. J'ai failli faire pareil que lui. Et je me suis dit, c'est pas le moment, tu es adulte, serre les dents. Puis maintenant qu'il pleure, qu'est-ce que je fais ? Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors il est venu vers moi, presque aspiré par mon thorax, et moi aspiré par sa souffrance. Et contre moi, je lui dis, écoute, nous sommes en janvier, en février si tu veux, moi je suis à Paris avec ma femme, mes enfants. Écoute, je t'invite à venir passer les vacances de février à la maison, et tu connaîtras la famille, et tu me feras connaître ta famille. Son père s'était envolé. Il a été amoureux de toutes nos filles, les unes après les autres. Maintenant, il a 19 ans et demi, il joue du violon à merveille. Quand il en joue, ferme les yeux, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est sentimental. Il est homo-sensible. Il est homo-sensible. Et quand il me téléphone ou quand il vient m'embrasser, il a de l'homo-sensualité. Et moi aussi, j'ai de l'homo-sensualité. Ce n'est pas l'homosexualité. Attention, bien distinguer. Homo-sensibilité, homo-sensualité, homosexualité. L'homosexualité, ce n'est pas une identité, c'est une relation. C'est une relation, ce n'est pas une identité. On nous fait croire que c'est une identité. On nous a fait croire longtemps, pendant des millénaires, que c'était une maladie. On s'est trompé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 1974, des psychiatres américains mondiaux ont voté que ce n'était plus une maladie.
à 54,8% des voix. Oui, ce n'est pas une maladie. Mais alors c'est quoi? Ce sont des affamés d'affection. Souvent, ils croient qu'ils sont affamés de sexe, mais ils confondent le cœur et la sexualité. Ce sont des affamés d'affection, d'une affection qu'ils n'ont pas suffisamment reçue lorsqu'ils étaient enfants, parce qu'il n'y avait pas le thorax du père, parce qu'il n'y avait pas la sécurité du père affectif avec l'épouse, et puis d'un père qui avait vraiment envie de faire passer à son fils des messages pour que ce fils devienne libre, devienne autonome, devienne responsable, devienne un homme capable à son tour d'aimer et de transmettre la vie. Il ne faut pas discriminer, montrer du doigt. Il faut se dire que ces hommes sont capables de bouger. Je puis vous dire par expérience, pour en avoir et pour en rencontrer sans cesse, au minimum 2 à 3 par semaine, et dialoguer avec eux par téléphone, par mail, par rencontre dans des cafés, par rencontre à la maison. Un homme, 48 ans, père de 4 enfants, quitte le foyer familial. Sa femme, au secours, vous vous occupez de ces problèmes, mon mari est parti avec un copain. Où il est votre mari? Je ne sais pas. Vous arriverez peut-être à avoir son adresse, son téléphone. Oui, je lui laisse des messages sur son portable. Eh bien, laissez-lui un message, simple. Dites-lui qu'il m'appelle. Je m'appelle Joyeux 24 heures sur 24. Et on rigolera bien tous les deux. Et dites-lui que je suis prêt à l'écouter, à discuter avec lui. Ça sera sympa. Il m'appelle. Je dis, monsieur, moi je suis prêt à discuter avec vous. De quoi? De cul. Étonné, de cul, il me dit. Oui, et de cœur. Je dis, écoutez, moi je suis à Montpellier. Si vous voulez, on se voit à Paris quand vous voulez. Je l'ai un peu brusqué. Il me dit non. Je prends le TGV demain. C'était le vendredi. Le samedi, il était à la gare. Je vais le chercher. Je ne connaissais pas. Viens à la maison, on discute, on tchatche. Christine était là au repas, avait fait quelque chose de sympa. Et puis, Christine, vous savez, ça, c'est les femmes. Elles savent s'en aller quand il faut et être là quand il faut. Fantastique. Elle est partie quand il fallait. Et nous avons pu discuter en frères, entre hommes. Et nous avons parlé. Ce que sa femme ne savait pas, c'est qu'à 8 ans, il était en Angleterre, ça elle le savait, dans une pension, ça elle le savait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le directeur de la pension, il exploitait les jeunes. Et qu'entre 8 ans et 12 ans, c'était d'abord mon pauvre petit, viens donc dans mon bureau. Et puis, douceur, câlin, et puis sexe. 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, abîmé. Abîmé et en même temps fasciné parce que pas informé, parce que oui, le sexe c'est quelque chose qui après tout est caché, alors quand c'est caché, ben c'est fascinant. Mais en même temps caché. Et cette femme, sa femme, ne savait rien de toute cette histoire. Et je lui dis, Marc, pourquoi elle ne peut pas parler à ta femme de tout ça? Elle ne peut pas comprendre. Mais tu ne sais pas le cœur d'une femme, mon vieux. Tu ne sais pas que ta femme, je ne la connais pas. Mais elle a un cœur comme une maison, capable de se dilater, de se dilater. Elle est capable de te comprendre. Si tu veux, moi, je lui ferai passer quelques messages. Alors, avec la mienne, nous avons dialogué. Elle m'a dit ce qu'il fallait que je dise à l'autre, parce que j'ai remarqué que parfois, il y a des choses que moi, je ne comprends pas et que Christine, elle comprend. Il y a des choses que Christine, elle ne comprend absolument pas et que moi, je pige. C'est ça qui est fabuleux dans la société. C'est cette complémentarité, pas simplement de sexe, mais cette complémentarité psychique, physique, de cœur, d'affectivité. Alors ça, oui, à partir de là, on est deux pour s'aider, pour comprendre, pour pouvoir dialoguer. Et ainsi, nous avons pu rencontrer le couple. Et ça y est, c'est reparti. Bien sûr que c'est reparti. Et ce n'est pas simplement ce dont il a besoin, ce n'est pas de sodomie, comme parfois des femmes absolument ignares peuvent le penser. Elles ne savent rien sur l'amour et sur ce qu'un homme est capable à la fois de demander dans son désir profond et puis de demander dans ses fantasmes auxquels il ne faut pas aller, et puis de ce qu'un homme est capable
de se calmer et de gérer si la femme sait avec délicatesse freiner, gérer sa sexualité. Voyez-vous, le problème d'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que dans notre société moderne, on a tendance à dire les femmes là, les hommes là, elles n'y comprennent rien, nous n'y comprenons rien. Il y a un mystère féminin et le mystère masculin. Ça n'existe pas, non? Moi, je vais vous dire, au niveau de la sensibilité et de la sexualité, je suis absolument certain que l'homme est plus sensible encore que ne l'est la femme. La femme, souvent, elle dit « Oui, c'était génial. Tu as été très bon, mon petit chou. » Si on devait avoir la note, on aurait entre 5 et 6 sur 20. Mais elles sont gentilles. Elles sont gentilles quand l'homme dit « Alors, heureuse, tu parles. » C'est nous qui l'avons été. Parce que nous sommes dans une société, dans une civilisation, je dirais, masturbatoire. L'homme, beaucoup de femmes le disent, j'ai des confidences, TGV, train à grande vitesse. Et la femme, c'est le petit train de campagne qui s'arrête à toutes les gares. Comment voulez-vous mettre en harmonie un TGV et un petit train de campagne comme celui du Saint-Bernard? Pas possible. Si, il y a une solution. C'est que la femme prenne la direction du TGV et l'arrête à toutes les gares. C'est tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que nous nous adaptions au désir, à la sexualité féminine et pas l'inverse. Or, on s'est trompé depuis un siècle en pensant que la sexualité, c'était un sexe en érection et que tant que ce sexe était en érection, il fallait s'en occuper, alors que la sexualité, c'est pas ça. C'est un échange de délicatesse dans le plaisir et dans la joie qui dure et qui n'est pas un TGV. Alors les femmes vous disent « Mon mari, c'est un précoce ». Alors c'est un précoce, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas précoce intellectuellement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il est rapide. Alors vous voyez par exemple en consultation, un homme et une femme, la femme vient parce qu'elle a un problème au sein, elle a peur d'avoir un cancer du sein, vous la tranquillisez, et puis bon, la consultation est finie, et puis elle dit « Chérie ». Alors le mari il dit « Qu'est-ce qu'il y a toi tu as un problème ?»« Mais non, mais si, la prostate. » Alors le mari dit « Oui, j'ai un petit problème prostatique, mais c'est rien. » Je dis « Non monsieur, mais c'est quoi votre problème prostatique ?» Alors la femme elle vous fait comme ça. Elle dit « Vous vous levez la nuit pour pisser ?»« Une fois, une ou deux fois. Vous avez quel âge? 65 ans. Bon, ça c'est normal, c'est la prostate qui est un petit peu forte, c'est pas grave. » Alors je lui dis la sexualité, non, je lui dis la virilité, ça va? Il vous fait oui, et derrière elle vous fait ça. Et ça c'est très intéressant. Alors elle vous fait ça pourquoi? Parce que précoce, parce que rapide, parce que vous avez des hommes à 65 ans qui n'ont jamais été formés sur ces sujets et qui sont encore, je dirais, à une sexualité quelque part adolescente. Or, la sexualité adolescente, c'est fait pour en sortir. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'adolescence. Adolescence. Et que quand des femmes sont en permanence, quelque part, perçoivent qu'elles sont un petit peu utilisées, que l'homme, il prend son plaisir et puis il ronfle vite, hein, dodo, fini. Elle pleure dans son cœur. Parfois même dans son corps. Ça ne va pas. Ce n'est pas épanouissant. Alors que la sexualité, c'est fait pour épanouir le couple, pour qu'il y ait du rayonnement. Il ne s'agit pas d'aller chanter ce que l'on vit. Non, c'est secret, c'est intime. C'est l'intimité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous où nous avons des difficultés à gérer. Et que pour bien gérer sa sexualité, il faut être bien compris par une femme que l'on aime, par, si possible, celle qui nous comprend, avec laquelle nous partageons des projets, avec laquelle nous faisons des choses. Il y a beaucoup de gens parfois qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est votre secret? Vous faites tant de choses. » Je dis « Mon secret ?» Je réponds « C'est l'amour. » Alors il y en a qui me disent « Le sexe ?» Je dis « L'amour et le sexe. » Mais il n'y a pas besoin de mettre du sexe tous les matins au petit déjeuner, ni tous les soirs après la tisane. Je dis, mon secret, je vais vous dire, j'ai une femme qui me comprend.
Et moi, j'essaye de la comprendre. Et ça, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Parce que on fait des choses ensemble. Parce qu'on réfléchit ensemble. Et qu'on n'est pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde, puisqu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas et que moi je comprends, et inversement. Alors c'est vrai que tellement d'hommes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont foutus à la porte. Une femme, deux femmes, troisième, la troisième, elle vous met, j'en ai vu, hein, le sac poubelle, dedans il y a le pyjama, la brosse à dents et le rasoir. Vous arrivez à la maison, c'est fermé à clé. Vous ne pouvez pas rentrer. Elle vous fout dehors. C'est pas sympa. C'est pas sympa, mais c'est vrai que peut-être elle est arrivée à l'overdose. Ras-le-bol. Ça suffit. Il ne comprend pas, il ne comprend rien. Je lui ai dit, il n'entend pas. C'est vrai que nous, il faut qu'on nous répète les choses pour qu'on entende. Christine vous dira que moi, il faut qu'on me les répète 5 fois pour que j'entende. Quand j'en suis à 4, je dis, tu vois chérie, j'ai fait des progrès. Mais il faut que les femmes le sachent, il faut que nous ayons aussi l'humilité de le dire. C'est vrai que nous sommes souvent à demain, à l'heure qui suit, et que la femme, elle est dans le présent, dans les photos de famille. Et ce n'est pas un mal, c'est l'équilibre de la famille. L'un est dans le demain et l'autre dans le présent, parfois un petit peu dans le passé. C'est ça qui fait l'équilibre. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir eu un père qui vous a structuré, qui vous a dit des choses solides, alors quand on a été justement en carence, en déficit affectif, on va chercher ce qui nous manque. Si par exemple, pendant 3 mois, je vous supprime de vos repas la vitamine C, eh bien dans 3 mois, vous ne serez pas attiré naturellement par des citrons et par des oranges et des kiwis, par de la vitamine C. Vous serez attiré par le docteur parce que sur votre brosse à dents, vous aurez du sang et puis vous aurez une dent qui va tomber et le docteur vous dira, vous avez le scorbut, il vous faut manger des fruits, il vous faut prendre de la vitamine C à forte dose. Vous étiez en déficit de vitamine C et vous avez eu une maladie. Quand nous sommes en déficit affectif, alors nous ne sommes pas bien. Et ce qui est intéressant et qui fait partie de l'écologie de l'amour, de l'écologie de l'affectivité, c'est quand nous sommes en déficit affectif, nous sommes attirés par ce qui nous manque. Par ce qui nous manque. Si je n'ai pas eu de père dans mon enfance, je vais être attiré par des hommes qui vont peut-être jouer le rôle de père. Imaginons que ce jeune de 13 ans et demi de Belgique, qui maintenant fait quasiment partie de la famille, imaginons que moi-même j'ai été peut-être en déficit, père de famille, en déficit ou pas père de famille, mais en déficit affectif. Vous savez, en vieillissant, l'homme il va être attiré par plus jeunes, de plus en plus jeunes, que ce soit dans l'hétérosexualité, où il cherche des partenaires plus jeunes pour dire, voyez bien, je suis toujours jeune et puis fringant, et puis j'attire des jolies filles jeunes. Mais également, quand il y a eu un déficit paternel très important, l'homme en vieillissant est attiré quelque part inconsciemment par des hommes qui auraient l'âge de son fils. La relation père-fils. Et vous voyez des hommes de 60 ans qui ont un grand déficit masculin depuis leur enfance, qui peuvent être attirés par des jeunes de 24 ou de 25. Et le jeune de 25, aller avec un jeune de 15. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de montrer du doigt en disant ou en sortant tous les points négatifs qui ont pu être écrits sur ces sujets. Il s'agit d'essayer d'abord de faire comprendre. Dis-moi mon gars, t'as pas de père ou t'as un père? T'as pas de père, mais est-ce qu'on t'a parlé de ton père? Il a 26 ans. À 26 ans, je reçois une lettre, j'étais à Paris à ce moment-là avec la famille. J'ai 26 ans, je suis pas bien, je suis dans l'homosexualité jusqu'au cou, aidez-moi. Je réponds, tel jour, telle heure, rendez-vous dans tel café à Paris. Il vient, parlez-moi de votre père. C'est un con. Et encore, c'est un super con. Et j'ai eu droit à toute la litanie des mots les plus épouvantables pour son père. Et quand il a eu fini, je lui ai dit, il faudra lui dire, à ce con, oui, mais pas comme ça. Il faudra lui dire avec un petit peu de papier au chocolat, quoi. Pas question. Écoutez, moi je vous dis le conseil que je vous donne. Il faut que vous parliez avec votre père.
Il faut, c'est indispensable. Même si vous avez des choses dures à lui dire, il faut lui dire, trouvez les moyens pour que ça finisse pas par un pugilat, quoi. Bon, il s'en va vers son destin. 3 mois plus tard, il m'écrit, t'es content? Mon père est mort. C'était la première ligne, mon père est mort. Et puis il y en avait 6 pages, il était toujours pas bien. Montez donc, rendez-vous, café, tel endroit. Il vient. Et je lui dis, faudra dire ça à votre père. Il est mort, je sais. Il faudra quand même trouver un moyen pour lui dire. Vous n'allez pas croire que je vais aller sur la tombe de ce con. Si je ne vous demande pas d'aller sur la tombe de ce con, je vous demande au moins d'entendre parler de votre père pour essayer de le comprendre. Et vous savez, le hasard, la providence, elle fait les choses sans que nous le voulions. 3 ou 4 mois plus tard, je reçois une lettre. Magnifique. J'ai passé une nuit au bord d'une cheminée. Dans un fauteuil en face de moi, il y avait une femme. Et toute la nuit, je lui ai posé des questions sur mon père qu'elle avait bien connu. Et au fur et à mesure où elle me parlait de mon père, je me disais, mais à sa place, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui. Et à la fin de toutes ces explications, il me disait, hier, je suis allé mettre des fleurs sur la tombe de mon père. Il avait compris son père. Il avait pardonné à son père. Il aurait été pire que son père. Il s'est marié, Papaxé. J'ai été le témoin de son mariage avec mon épouse. Un petit mariage aux petits oignons, avec une petite femme merveilleuse qui a tout compris de la sensibilité de son époux, de sa délicatesse, de son besoin affectif, de son besoin de tendresse, de son besoin d'être touché. Car si, savez-vous cela, que si nous étalions notre peau, nous aurions 1,5 mètre de surface corporelle, que la peau toute seule, c'est la partie du corps qui pèse le plus parmi les différents organes que nous avons. Et sur cette peau, il y a des milliards et des milliards de corpuscules sensitifs qui ne demandent qu'à être touchés, qu'à recevoir du toucher, de la délicatesse. Et ça, c'est très important. Alors, aux pères de famille, je prescris des chatouilles pour leurs garçons et pour leurs filles tous les soirs, 15 minutes, pour être sûr qu'ils en feront 5. Alors, je prescris aux épouses de la délicatesse sur les épaules, sur les genoux, sur les doigts de pied. Et elles me disent, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et je prescris aux époux, aux fiancés, je dis, écoute, tu as une petite copine? Eh bien, écoute, si tu l'aimes, elle adore ça, tu lui caresses le petit doigt de pied, du pied droit, 10 minutes. Et il me fait... Je dis, mais ça lui plaît, mon gars, essaye. Alors 10 minutes. Et puis je dis, après quand tu as fini, tu fais l'autre côté, il est jaloux. Ben là, il s'endort, le gars, hein, ça c'est sûr. Et souvent, je dis aux femmes, vous allez dire à votre époux, chérie, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Et puis je vais te dire, mon petit chou, mon petit lapin, mon petit chéri, où j'aimerais que ta main circule sur mon corps. Vous allez être étonnés, hein. Parce que ça va par là, sur les épaules, et encore, et encore. Au bout d'un moment, vous dites, mais je ne suis pas ton kiné. Mais non, parce que le kiné, lui, il y va avec des grosses pougnes. Vous, elle demande, tout à fait, à peine effleuré, à peine touché. Et si vous lui faites ça, après, vous avez le droit de lui demander, à mon tour. Et un tour chacun, savoir se toucher avec délicatesse. Essayez, c'est prodigieux. Ça évite le Prozac, le Valium, tous les médicaments. Vous supporterez tout le monde dans la famille. Parce que vous aurez reçu la délicatesse qui sera venue par l'intermédiaire de votre peau jusqu'au plus profond de votre cœur. Oui, le sexe est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le premier, c'est le cœur, et qui dit cœur dit délicatesse. Si vous mettez sexe premier, ça ne sera pas tellement délicat.
Par contre, si on met cœur premier, délicatesse, et c'est la femme qui doit mener le bateau de l'amour, le mener de A à Z, savoir arrêter, savoir faire comprendre que la femme, c'est un cycle. Et un cycle, eh bien, c'est un fonctionnement cyclique, c'est-à-dire où il y a les jours où la libido est au plafond, et puis d'autres, dodo, bisous, un peu de délicatesse si on s'endort. Alors que l'homme, au fond, on lui a fabriqué des préservatifs en lui disant « il y a un réservoir, tous les jours, tu dois le remplir !» Et si tu ne le remplis pas tous les jours, tu as un problème. Alors vous voyez des jeunes qui viennent vous dire « moi j'ai vu dans le journal, ça m'intéresse, que le sexe masculin, il devait faire 13 cm, le mien il en fait 12. Est-ce que vous n'avez pas un médicament pour me l'allonger ?» Et le gars, il est stressé, angoissé. Je dis « qu'est-ce que c'est ces conneries ?» Mais ça, c'est les médias. Ça, c'est les médias parce qu'on fait du pognon avec le sexe. Eh bien, moi, je vais vous dire, si on fait des milliards avec le sexe, avec le cœur, on fera 3 fois plus de milliards, des milliards au carré. Mais encore faut-il que nous ayons la capacité, et nous l'avons, de nous donner la main, de nous aider les uns les autres, pour pouvoir expliquer non seulement aux jeunes, mais aux adultes, mais aux personnes âgées. Vous savez, nous avons fait un CD-ROM sur la puberté. Alors j'étais très frappé parce que CD-ROM, il était fait pour les enfants de, disons, entre 7 ans et 14-15 ans. Alors, pendant les vacances, j'avais invité des jeunes qui étaient des jeunes sortis des grandes écoles françaises, Polytechnique, Normal Sup, etc. Et puis je leur dis, vous avez 22, 23 ans, vous êtes des gens brillants. Tenez, j'aimerais que vous me donniez un petit point de vue sur ce petit CD-ROM là, sur la puberté. Il y a des jeux. J'aimerais savoir comment on va l'appeler, ce CD-ROM, pour quelle tranche d'âge. Ils ont tellement appris de choses. Il y avait par exemple une question avec 3 possibilités de réponse. Pour fabriquer des spermatozoïdes capables de féconder un ovule, il faut 2 jours, 10 jours, 70 jours. 80% des réponses, c'était 2 jours. Les autres, c'était 10 jours. La vérité, c'était 70 jours. Ils sortaient de Normal Sup et de l'X, ils ne savaient pas ça. Alors du coup, ils ont dit, le CD-ROM, vous devriez l'appeler simplement pour « à partir de 7 ans ». Alors on a appelé ce CD-ROM « à partir de 7 ans ». Alors on n'a pas mis 7 à 77 parce que c'est pris, mais c'est à partir de 7 ans. Alors voyez-vous, nous en parlerons probablement cet après-midi. Il y aura des questions que vous poserez sur des papiers. Simplement, ce que je vous demande sur les questions, c'est de signer pas avec votre nom, mais de mettre votre âge, parce que si vous avez 80 balais, ce n'est pas la même réponse que si vous en avez 20. Mais j'essaierai, humblement, avec humour, avec amour, de vous donner des réponses sur ces sujets passionnants et si importants que sont le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de l'enfant, le cœur de l'adolescent. Tout cela, c'est la vie. Et cette vie nous est donnée en abondance pour que nous sachions nous en servir à ce changement de siècle et de millénaire. Restons 24 heures sur 24 joyeux.